Donc, l'été dernier, il y a un important projet sur la pollinisation qui a pris fin au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce projet, bon, il portait le drôle de nom d'Api Bleu Max. Il devait sûrement avoir un nom plus formel, mais nous autres, on l'appelait de même entre nous. Ça fait depuis 2022 que les étudiants et les chercheurs s'activent dans les bleuetières pour documenter et mieux comprendre les pollinisateurs commerciaux afin d'optimiser leur utilisation. Le projet se déclinait en 4 volets et vont tous vous être présentés ce matin. Les résultats de recherche qui vont vous être présentés vont certainement influencer vos pratiques dans les années à venir. Pour la première présentation de ce bloc de conférence sur la pollinisation, j'inviterai nul autre qu'un des chercheurs responsables du projet, M. Pierre Giovanezzo, qui est professeur agrégé en sciences apicoles à l'Université Laval, à venir nous présenter une étude économique sur les effets de la densité des pollinisateurs commerciaux sur le rendement du bleu nain dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, accueillons Pierre Giovanezzo. Bonjour, merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir de commencer la présentation avec le premier volet de notre projet, qui était un volet où on effectuait une étude agroéconomique sur des données qu'on a utilisées. Donc, allons-y. En passant, c'est Mireille qui devait présenter, mais elle est en vacances. C'est moi qui ai présenté. Donc, le contexte, je vais aller quand même assez rapidement parce que vous connaissez votre industrie. La pollinisation du bleuet par les pollinisateurs commerciaux, les principaux, on a les abeilles mellifères, donc vous connaissez. Il y a les bourdons, donc Bombus impatiens, et puis les mégachilles, ce sont les 3 pollinisateurs que vous utilisez dans vos bleuetières. Puis nous, on s'est intéressé à ça avec les collaborateurs, donc votre syndicat, et puis donc les questions, on en avait plusieurs, je vous ai montré tantôt, mais les densités de ces pollinisateurs-là sont connues, mais ce n'est pas nécessairement très bien connu, ce n'est pas très bien documenté. Il y avait différentes régions, différents potentiels de productivité dans les différentes régions. Et puis après ça, on se demandait si les rendements peuvent être modifiés avec des densités plus élevées. Donc c'est sûr, mais c'est toutes les choses qui nous manquaient dans les données de base. Donc l'objectif principal de notre projet, c'était d'évaluer le lien entre l'utilisation des pollinisateurs commerciaux et donc bourdons, mégachilles et abeilles mellifères et la productivité du bleuet. Et puis spécifiquement, on voulait regarder les densités, l'influence de la diversité des pollinisateurs et puis déterminer l'importance d'autres facteurs environnementaux. Donc, puis après ça, on a intégré différents paramètres qui ont été mentionnés par Pierre-Olivier tantôt, là, qui influencent la productivité de votre industrie. Donc, on avait en main quand même des données intéressantes. Donc, il y a les données des producteurs, de vous. Et puis après ça, il y avait les données qu'on avait depuis des années sur des évaluations qui avaient été faites dans les champs. Les évaluations, les densités de pollinisateurs. En gros, c'est ça. Donc, on a sélectionné les bleuetières en fonction de ça. Puis ça vous donne une idée de l'emplacement de tout ce qu'on a de notre étude. Donc, ça faisait pas mal le tour du lac, puis un petit peu vers le Saguenay aussi. Là. Donc, on avait quand même plusieurs sites. Et puis, les évaluations, c'est les évaluations qui avaient été faites par Nicolas Tremblay. Donc, anciennement, celui qui faisait toutes les évaluations là, chez beaucoup d'entre vous. Et puis, on a créé une banque de données. Donc, là, on a tout été chercher, toutes les données, 2015-2021. Mireille a fait des enquêtes, des entrevues avec différents producteurs de bleuets. Elle a tout ramassé ça, puis elle a créé un gros data, donc un gros paquet de data. Donc, où on avait des champs, donc de surface variable. Donc, on avait des champs d'établissement d'années variables. On avait des régies variables, des rotations, comme vous connaissez, des rendements par champ qui étaient variables, des densités d'abeilles, densités de bourdons et densités de mégachilles qui étaient variables. Donc, on a tout entré ces données-là et ça faisait un total de 562 données par année, donc c'est quand même beaucoup. 178 champs, et puis que ça correspond quand même pas pire, c'est 12 de la production du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis 5 de la production canadienne. Donc, ça, c'est le data qu'on avait, qu'on est allé chercher. OK? Les colonies qui avaient été évaluées par Nicolas Tremblay, 4500 à peu près. Les données météo qu'on a embarquées, on a embarqué des données sur l'hiver, température, couvert de neige, pollinisation, température, occurrence de gel de fleurs, grossissement des précipitations. Puis au total, on avait un autre 6500 données supplémentaires pour venir tout merger ça avec notre data. Okay? Et puis après ça, on a demandé à Claude Dufault
qui est ingénieur, qui a fait des cartes avec ArcGIS. Puis là, on a déterminé le potentiel mellifère de chacune des régions qu'on a étudiées. Puis on a intégré ça dans notre data aussi. OK? Fait que les résultats. OK? Donc, je vais y aller quand même. C'est assez intéressant. Donc, sur la figure qui est ici, vous avez sur l'axe des Y les rendements en kilogrammes par bleuet. Donc, je vais vous demander de retenir cette figure-là, l'axe des X. Puis après ça, on a les ruches par hectare. OK? Ce qu'on voit, c'est, par exemple, de 0 à 1 ruche par hectare, 1 à 2 ruches par hectare, 2 à 3 ruches par hectare. On voit qu'il y a un accroissement du rendement qui part d'à peu près 2005, 2000. Puis là, oups, on passe à 3005, 4000 kilogrammes de bleuets par hectare. Donc, il y a comme ça double là, en augmentant les densités de ruches. Puis après ça, bien, dans notre data, là, on regarde 3, 4, 4, 5, 5, 6. Et au-dessus de 6, on n'a pas beaucoup de données, donc ça arrête là. Puis on voit que ça stagne. Là. Okay? Fait que là, avec Mireille, toute l'équipe, on regarde ça, on dit, ouais, il me semble que c'est bizarre. Mais, vous savez, l'évaluation des ruches, c'est très variable. Il y a des ruches qui avaient 4 cartes d'abeilles, puis il y en avait qui avaient 18 cartes d'abeilles. Fait que là, on a dit, bien, check donc voir qu'est-ce que ça a l'air avec cartes par hectare. Ça donne ça. Fait que là, c'est intéressant. OK? Donc, regardez toujours l'axe des Y. Puis là, j'ai demandé à Mireille de dire, vérifie ton data, ça se peut pas qu'on ait une belle ligne de même. C'était comme trop parfait, là. Puis là, on voit que, ouais, c'est ça, trop beau. Mais c'est quand même intéressant. Là, on a fait des classes, donc 0 à 15 cadres par hectare, 15 à 30, 30 à 45. Puis on voit que ça augmente à peu près, ouais, mettons, 500 kilos par hectare à toutes les fois que tu rajoutes un cadre par hectare. Je veux dire un groupe de cadres, donc 15 cadres. Donc, c'est quasiment une ruche, là. Ça veut dire que tout, ça augmente tout le temps. Donc, ça a été vraiment intéressant. C'est significatif avec notre data. Donc, ça, c'est... Puis, ce que ça nous montre aussi, c'est que ça n'arrête pas, là. Puis, on n'est pas rendu au plafond encore, là. Hein? Donc, ça, c'est quand même intéressant. Puis, ça nous fait poser des questions, j'imagine, pour vous aussi, là. Après ça, on a fait les bourdons. Et puis, l'autre figure qui va apparaître tantôt, ça va être les mégachilles, là. Fait que les bourdons, même chose, 0. Puis là, voyez-vous, on ne se rend jamais à la densité recommandée. Tu sais, chez les pollinisateurs, là, on dit, chez les bourdons, on recommande de 1 à 2,5 ruches de bourdons, donc de quad de bourdons. Là. Puis là, après ça, on voit ici, là, de 0 à 0,5, 0,5 à 1, puis au-dessus de 1, il n'y a pas beaucoup qui en mettent plus que ça. Donc, puis là, on voit qu'il y a un accroissement du rendement en fonction de la densité de quad de bourdons. Mais tu sais, ça ne plafonne pas encore. Là. Pour les mégachilles, donc, même chose, ça c'est des gallons par hectare. Donc, on voit là de 0 à 1, 1 à 2, 2 à 3, 3. Là encore, là, on ne plafonne pas. Okay? Donc, on n'atteint pas, je pense, en tout cas, ce que les données nous montrent, c'est qu'on n'atteint pas encore le rendement maximum. Okay? Donc, ça prend plus de données au-dessus de ça, pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui se passe. Après ça, bien, puis là, on va travailler encore les données. Ici, la figure, ça vous montre la diversité des pollinisateurs. Ça veut dire que là, on a tous pris les champs, puis là, on a dit, il y a des champs qui avaient un pollinisateur, 2 pollinisateurs, 3 pollinisateurs différents. Donc, la diversité. Et puis là, on voit le rendement. Puis là, ce qu'on voit, c'est dans les champs qu'on a échantillonnés, plus on augmente la diversité des pollinisateurs, meilleur est le rendement. Donc, ça veut dire, ben oui, c'est vrai, tu augmentes le nombre de pollinisateurs. C'est vrai, mais c'est quand même intriguant. Il y a des questions scientifiques derrière ça. C'est est-ce qu'il y aurait avantage de combiner les pollinisateurs? Parce que chaque pollinisateur a des comportements de butinage qui sont différents, des distances différentes et tout ça. Peut-être que ça nous montre, c'est peut-être que ce serait bien de combiner. Peut-être. Il y a encore beaucoup de questions. Ça fait des questions nouvelles. Tu sais, à toutes les fois qu'on fait de la recherche, on finit toujours par d'autres questions. Là. Ça ne finit pas. Là. Mais c'est le principe. Okay? Après ça, on a fait les données environnementales, couvert de neige. Il n'y a rien de surprenant. Donc, le couvert de neige, donc l'effet sur le rendement, c'est sûr que ça augmente. L'occurrence de gel, ça va avoir un impact négatif. L'âge des champs, ça aussi, c'est quelque chose auquel vous attendez. C'est toutes des données significatives. Et l'année, ça dépend de l'année, tout simplement. Donc, c'est des résultats auxquels on s'attendait.
Puis évidemment. Donc, on a quand même fait une étude que, on ne trouve pas beaucoup d'études comme ça dans les manuscrits scientifiques. Quand même, là, on a une des premières études où on a réussi à colliger beaucoup de données comme ça. Fait qu'en conclusion, on a fait 3. Le rendement s'améliore avec les densités, ça c'est évident. Donc, nos données montrent un potentiel d'accroissement du rendement en augmentant les densités des 3 pollinisateurs. Puis, on n'est pas rendu au maximum encore. Ce que ça nous montre, c'est qu'on pourrait probablement augmenter. Puis là, après ça, ben là, j'étire un petit peu. Là. Selon moi, le nombre de cadres par abeille par hectare est une unité de pollinisation qui offre plus de précision sur le rendement comparativement au nombre de ruches à l'hectare. Ça veut dire que quand on prend le cadre par hectare, ça enlève les biais de la force de la ruche. Là, tu y vas avec une unité de pollinisation. Donc, moi, je considère que l'unité de pollinisation, c'est peut-être l'unité intéressante à utiliser au lieu d'utiliser les ruches. Donc, y aller avec les cadres d'abeilles. Et donc, ça veut dire que l'évaluation des ruches dans les champs de bleuets, c'est important de savoir quelle est la force de la ruche que vous amenez. Puis l'autre, ben, c'est la diversité. Ça, c'était quand même intriguant. Là. On amène, il y a sûrement quelque chose à pousser un peu plus l'analyse. Est-ce qu'il y aurait avantage de combiner les pollinisateurs dans les champs? Parce que ça nous montre qu'il y a un avantage, mais il manque un peu de data là-dessus. Donc, comme j'écris, il serait peut-être avantageux de combiner des espèces pollinisatrices pour profiter des comportements spécifiques là, de chacune de ces espèces-là. Puis en plus, avec les changements climatiques qu'on va vivre dans les prochaines années, peut-être qu'il y a avantage d'avoir une combinaison qui vont réagir différemment au climat. Peut-être qu'il y a quelque chose là aussi à faire dans tout ça. Okay. Alors, il faut que je termine avec la diapo de remerciement. C'est un gros projet qui a permis la formation de plusieurs étudiants. Vous allez les voir tantôt. Financé par le CRSNG, cette demande-là, avec l'appui de votre syndicat, donc un appui important du syndicat, un appui important des apiculteurs et des apicultrices du Québec, évidemment le CRESAD, BioBest, merci beaucoup pour BioBest pour avoir aidé là, à nous réduire le prix des quads qu'on a utilisés pour le projet de recherche, et puis évidemment le MAPAC qui nous aide vraiment beaucoup. On est chanceux d'avoir un support gouvernemental comme ça pour tous nos projets. Le groupe du Club Conseil Bleuet ont été phénoménal. Donc, répondre à toutes nos questions. Donc, Pierre-Olivier, merci. Charles, merci beaucoup. Donc, il a aidé Mireille beaucoup pour ça. Donc, c'est tout. Merci.